venus nombreux écouter ce qu'on avait à vous dire. Plus haut le micro, on t'entend pas. Voilà, ça passe. Ça, je te Merci. sers un coup à boire. Merci. Donc, d'abord, l'ouvrage, on l'a coécrit à trois. Donc, vous avez deux auteurs ici, Michel, moi, et le troisième, c'est Alexander, qui n'a pas pu venir pour des problèmes de train. L'ouvrage, il est ici. Donc, c'est l'épée longue, d'un art martial ancien, un sport de position moderne, pratique et méthode d'enseignement. D'abord, pourquoi cet ouvrage? Deux raisons. Il y a deux phénomènes qui sont cumulés. Le premier, c'est que ça fait maintenant 12 ans que, pour ma part, je bosse sur l'escrime hawaïenne, et qu'on a une compréhension du système qui s'est vraiment améliorée. Voilà, à force de ressasser le texte, à force de travailler, à force de pratiquer, voilà. Moi, je m'entraîne 5 fois par semaine là-dessus. On a vraiment un regard qui a évolué là-dessus. Donc déjà, évolution de notre compréhension du système. Deuxième phénomène, changement de notre paradigme. C'est-à-dire que pendant longtemps, notre objectif à nous, c'était reconstituer un geste. Je me souviens au début, à l'Ardam, à l'ancienne, on essayait de comprendre, on interprétait, on pratiquait, on essayait de comprendre le geste. Le geste était central, c'était vraiment le point culminant. Puis avec le temps, on s'est rendu compte que le geste, en fait, c'est secondaire le geste. Le geste, c'est accessoire, c'est pas l'essentiel d'un art martial, le geste. Et maintenant, notre logique, elle est plus sur l'opposition. Comment, en opposition, face à un adversaire qui a un projet opposé au mien, je peux vaincre. Et quels sont mes outils pour vaincre? Donc le geste, il est resitué comme moyen et pas comme fin. C'est ça aussi qui a changé notre paradigme. Donc, je continue. Donc ces deux phénomènes-là, c'est ça qui s'est cumulé, qui nous a donné envie d'écrire cet ouvrage. Alors, je fais les quelques remerciements de circonstances. Donc d'abord, merci à Rémi qui n'est pas là, mais de nous avoir donné l'opportunité d'avoir une tribune. Ensuite, les contributeurs de l'ouvrage. Je commence par Pierre-Alexandre Chaise, qui est ici, qui est là, voilà, qui est intervenu dans l'ouvrage, il a fait une contribution. Sa contribution, en somme, il parle de la tradition lichtenauerienne. Est-ce que c'est une tradition? Quels sont les critères distinctifs d'une tradition? Qu'est-ce qui fait qu'on peut rattacher une source à la tradition lichtenauerienne ou pas? Donc il propose comme ça des critères distinctifs. Et c'est assez intéressant parce que pour tous ceux qui bossent sur les sources allemandes, germaniques, parfois on ne sait pas. Est-ce que le Codex Wallerstein, ça rentre dedans? Est-ce que Hans Stahlhofer, ça rentre dedans? Est-ce que c'est légitime de croiser ces sources-là avec Joachim Meyer? Pourquoi, comment? Donc ça c'est plutôt c'est sa contribution à lui. Ensuite Nicolas Baptiste, donc ça c'est un ami qui est doctorant à l'Université de Savoie. Lui, il nous a fait un travail sur la Federschwert, donc ces armes d'entraînement historiques. Donc il s'interroge sur leur morphologie. Pourquoi cette forme-là? Qu'est-ce qui justifie cette forme singulière qui sont deux tranchants parallèles et un ricasso très évasé? Donc il se pose des questions là-dessus. Il propose des réponses. Ensuite, on a notre ami Didier de Grenier, je ne sais pas s'il est venu, je ne le vois pas, non il n'est pas là, c'est pas grave. Donc Didier, lui, il a fait une contribution sur les pratiques, au pluriel, des AMHE. Donc qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme pratique AMHE, pratique plurielle, depuis les origines à nos jours, évolution, et surtout, en fait, il explique pourquoi est-ce que toutes les acceptions des AMHE, à savoir la self-défense, l'approche traditionnelle, l'approche sportive, l'approche de la reconstitution du geste, pourquoi est-ce que toutes ces appellations sont légitimes à porter, à rentrer dans la grande catégorie AMHE. Et enfin, donc, notre préfacière Isabelle Lamour. Donc Isabelle Lamour, c'est la présidente de la FFE. Pourquoi elle? Plusieurs raisons. La première, c'est que moi, je suis dans un club aujourd'hui d'escrime moderne, j'enseigne, je passe les diplômes. Clairement, c'est une fédération qui m'est chère. Alexander fait pareil. Son maître de stage, c'est Olivier Delamoy, pour ceux qui le connaissent. Donc, il enseigne aussi le sabre et il pratique l'épée longue. Et enfin, Michel, à la base, Michel, il pratiquait avec Lutz et Christophe qui sont là, à l'USAE, qui est également un club affilié à FFE. Grosso modo, on a beaucoup de liens avec eux. Et c'est vrai que notre déclinaison sportive des AMHE qu'on va vous présenter aujourd'hui, elle a des besoins de structure, des gymnases, des salles pour faire des compétitions, formation, préparation des cadres, arbitrage, préparation physique, athlétisme. Donc tous ces points-là, c'est une infrastructure qui est lourde et qu'aujourd'hui, seules les fédérations sportives en gros peuvent proposer. Donc il ne s'agit pas d'exclusivité. Moi, mon club, c'est un bon exemple. Il est bien affilié FFE, FMHE, donc il n'y a pas question d'exclusivisme, mais de partenariat sur des déclinaisons sportives en tout cas. Ça peut aussi fonctionner avec la Fédération française de lutte, Fédération française d'équitation. Voilà, moi, vu que mon truc c'est l'épée longue, j'ai pu chercher ce qui est le plus proche, pas la lutte et le cheval, c'est pas mon truc. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on va vous présenter notre ouvrage? On va faire ça en 3 points. D'abord, on va vous montrer à quel point l'opposition, le terme opposition, il est central, c'est vraiment le cœur de l'escrime lichtenauerienne, elle est fondée sur l'opposition. On va revenir là-dessus. Une fois qu'on aura posé ce principe-là, on va avoir 2 déclinaisons, à savoir, quand on a dit que l'opposition était au cœur de l'escrime lichtenauerienne, ça implique quoi en matière de convention de pratique? Dans quel cadre on combat? Et ça implique quoi en matière de méthodologie d'apprentissage? Comment est-ce qu'on apprend un sport d'opposition? Voilà la présentation. Donc, je passe la parole à Michel. Bien, je me joins à Gaëtan pour les remerciements. Et puis j'aimerais remercier particulièrement 2 personnes qui sont ici,
c'est Lutz Horvatz et Christophe Barbagallo. Donc, par leur intermédiaire et par l'intermédiaire de l'association Artes Belli, j'ai découvert les AMHE. Et puis, grâce à leur accueil, etc., je me suis intéressé à cette activité. Et je tiens à les remercier chaleureusement. J'ai intitulé cette intervention le geste, l'intention, l'opposition, l'attaque. Et essayer de décliner ça et de donner du sens à chaque mot en se basant sur les sources. Donc, quand je suis arrivé chez Artes Belli, Christophe, il m'a envoyé une tonne de mails avec les sources dedans. Il m'a dit les AMHE, il faut lire les sources, ce que j'ai fait. Et la première chose que j'ai remarqué, j'avais à peu près 40 ans de pratique d'arts martiaux, de sport de combat. Et la première chose que j'ai remarqué quand j'ai lu ces sources, c'était que j'avais pas affaire à une compilation technique. J'avais pas affaire à la déclinaison ou l'éventail de bottes secrètes, de coups, de techniques, du contre. J'avais le sentiment d'être face à un véritable système, pensé, réfléchi, cohérent, avec une logique. Et c'est ce qui m'a intéressé. C'est ce qui m'a intéressé, et donc mon approche des sources, en travaillant en collaboration avec les gens de Artes Belli, en travaillant avec Gaëtan, Alexandre, etc., c'était essayer de trouver cette cohérence et cette logique. C'est ce qui m'intéressait. L'approche technique, c'est une approche technique qui est très classique dans les arts de combat. Bon, c'est un truc que j'ai abandonné depuis les années 80. Donc ça m'emmerdait très clairement de faire des AMHE et de revenir sur une approche technique. Donc je cherchais autre chose. Alors, l'autre chose aussi qui est frappante dans cette tradition, c'est que l'image, l'illustration est tardive. C'est une tradition textuelle. Il explique les choses par le texte. Donc il n'y a pas une forme à reproduire. Le texte évoque. Le texte est un peu flou sur la technique. Le texte est un peu flou sur la contextualisation. On ne sait pas bien trop si cette escrime elle est faite pour ceci ou pour cela, si même elle a été pratiquée, ou est-ce qu'on a affaire simplement à une tentative de théorisation d'un art de combat. Ou même, plus que ça, des arts de combat. Puisque, carrément, c'est clairement dit dans les sources, l'épée est un support qui va permettre d'apprendre et pour pouvoir combattre, aussi bien à cheval, en armure, etc. Donc, pas d'image, un contexte technique flou, voilà, donc c'est ma première impression. Je me dis, bon, il y a un truc là, c'est pas comme les autres. Et alors, je continue, et ça se confirme. Ça se confirme dans deux choses importantes pour moi, essentielles. C'est l'avant-propos et la pièce d'usure. Généralement, quand on lit ces trucs, on est content. Je sais, j'étais jeune aussi, je voulais apprendre des trucs imparables, etc. Donc on file à la fin du texte, voir les coups de maître. Les coups de maître, ça fait rêver. Les trucs qui vont me rendre imbattable, etc., etc. Moi, j'ai pas fait ça, j'ai lu le début, et je me suis dit, le début, il est là, dans ces deux morceaux de texte, l'avant-propos et le ordre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'avant-propos? D'abord, il y a des considérations générales sur la coordination. Pour tous les coups. Il parle de la coordination au bas. Il parle du pied qui suit là. C'est pas technique, ça, c'est un principe. Et ça correspond à une intention tactique, c'est-à-dire qu'on n'avance pas comme ça son corps sans être protégé par son arme. Son arme, c'est son bouclier. On avance protégé par son arme. On a des considérations sur frappe à ta droite et frappe à ta gauche. Et on dit, fais attention, parce que si tu es droitier, tu es plus fort que quand tu frappes à droite, et que quand tu es gauche, si tu frappes à gauche, tu es plus faible. Donc on te met face à tes faiblesses. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui est faible, et tu as un côté qui est fort. Alors il est faible pourquoi? Parce qu'on croise les mains à gauche, quand on est droitier, et puis on perd un peu en allonge. Donc il y a des considérations comme ça, dans l'avant-propos, mais on ne parle pas de technique. Et puis, il y a autre chose dans l'avant-propos, et là c'est le point essentiel, on le trouve, donc les sources moi, dont je parle, c'est les premiers, c'est De Bringer, Ingek, etc., enfin les quatre du tétraptyque. Et il y a une chose essentielle qui est dite, il dit, de mémoire, il dit, ne sois pas là à guetter les coups de l'autre,
Ne reste pas dans la parade, ne passe pas ton temps à parer, parce que si tu te conduis comme ça, tu vas aller à ta perte, tu seras souvent battu, Et ça, c'est une information pour moi, quand je l'ai lu, c'est une information de premier abord. Je vais y revenir. Et puis, il y a après un autre propos dans leur propos, qui concerne l'avant, l'après, le même temps. Alors, à ce propos, l'avant et l'après le même temps, j'aimerais revenir sur le schéma que vous avez tous vu, où il y a une flèche du temps, où on met l'avant, le même temps et l'après. Ce schéma, moi j'en ai parlé, j'ai jamais compris. Parce que pour moi, être dans l'avant, être dans l'après, c'est à la fois du temps, mais c'est à la fois un statut. C'est à la fois une action. C'est je suis dans l'avant, je suis attaquant, je suis dans l'après, je suis défenseur. Et donc mettre tout sur une même ligne du temps, ça c'était un peu pour moi additionner les pommes et les poires. Et je vais vous proposer un schéma. Alors malheureusement, comme Alexander n'est pas là, le PowerPoint avec le schéma, je ne l'ai pas. Donc vous allez faire tout ça appel à votre imagination. Et donc, je superpose les choses. Il y a l'avant, c'est une flèche qui commence là, c'est un carré numéro 1. Elle est là, et elle va jusque là. Il y a l'après qui commence au carré numéro 2, ou numéro 3. Ça se superpose à l'avant. Et le même temps, c'est là où commence l'après, et jusqu'à la suite de l'action suivante. Je superpose les choses, parce que c'est de l'action et du temps. C'est deux choses différentes. L'avant et l'après, ça parle de temps et ça parle d'action. Et dans la pièce du Zorn, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend d'abord que le geste n'a pas d'identité. Le geste n'a pas de finalité en soi. Le geste est indéterminé. Le geste peut servir aussi bien à l'action offensive qu'à l'action défensive. Alors, ça aussi, c'est important. Et on nous dit aussi dans la pièce du Zorn, dans le même temps, il va falloir que tu fasses un choix, que tu décides si tu vas rester dans l'avant, ou si tu vas être dans l'après, ou si tu es dans l'après, tu vas aller dans l'avant. Et ça, pour moi, c'est essentiel, c'est un truc, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'il nous présente une activité décisionnelle. On n'est pas dans un travail technique, on est dans une activité où on doit prendre des décisions, où on doit faire des choix. Et c'est renforcé encore dans la pièce du Zorn, où c'est une pièce où on nous présente deux phrases d'armes assez longues. Alors, ces deux phrases d'armes, moi je les vois comment? Eh bien, les phrases d'armes, pour moi, elles illustrent, c'est une illustration du mauvais escrimeur, celui dont on a parlé tout à l'heure, celui qui est toujours dans l'après, c'est celui qui est toujours en train de guetter les coups. Dans le livre, il y a deux tableaux, et il y a ces phrases d'armes, et on a superposé les statuts, la technique, la stratégie, etc. Et vous allez voir que ce mauvais escrimeur est mis en scène. Et ce mauvais escrimeur, à la fin de la phrase d'armes, est perdant. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, le mauvais escrimeur? Dans la deuxième phrase d'armes, on l'attaque en Zorn, il fait une parade, il fait rien, l'autre il continue, il met la pointe, il repart la pointe, il fait rien, il ne passe son temps qu'à parer et il perd. Dans la première phase d'armes, donc, en miroir, on nous montre le mauvais escrimeur, on l'a mis en scène, et en miroir, on nous montre le bon escrimeur. Celui qui fait son Zorn, qui attaque, boum, il est paré, l'autre il fait rien, boum, je remise, boum, et j'en remets encore une. Ça, c'est le bon escrimeur. Il est dans le coup suivant. Dobringer le dit clairement, et le coup initial et le coup suivant. C'est le seul qui en parle clairement. Les autres, c'est suggéré simplement. C'est suggéré, à mon avis, dans cet avant-propos où on parle du mauvais escrimeur. Et dans l'autre pièce, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le gars qui attaque et qui fait rien après son attaque. Il est paré. L'autre reprend l'avant. Il reprend l'avant. L'autre, il part. Boum, il fait rien. Il riposte pas. Et l'autre continue et fait sa remise. Donc on nous présente vraiment deux styles d'escrime. On nous prend une escrime de la décision, c'est-à-dire dans le même temps, il y en a un qui a décidé de faire une action suivante. Le coup, rappelez-vous, il est indéterminé. Donc ça veut dire qu'un coup, ça peut être une parade ou ça peut être une attaque. Donc après chaque coup, je dois avoir mon coup suivant. C'est cette logique-là qui met en scène. Et là, moi je me suis dit, j'ai vraiment affaire à une théorisation du combat. Je m'en fous qu'il y ait 50 pièces, ou 60 pièces, ou 18 coups de maître. Peu importe. Parce que là, il a expliqué ce que c'était. Avec deux concepts,
Et puis quelques mots, il arrive à expliquer ce que c'est que la logique du combat et l'activité décisionnelle. Alors l'activité décisionnelle, qu'est-ce que c'est? L'activité décisionnelle, c'est l'art c'est la capacité d'un escrimeur à effectuer des choix rapides et risqués. Parce que l'activité décisionnelle, c'est quoi? C'est pas une activité technique. L'activité décisionnelle, c'est une activité cognitive. C'est une activité où on est soumis à sa subjectivité, à son jugement. Et quand on parle de jugement, on peut se planter. On est soumis à son efficacité. Et il y a un risque. Quand je prends une décision, je prends un risque. Quand je fais un choix, je prends un risque. Donc, et le risque, l'activité décisionnelle, c'est quoi? C'est là où c'est extraordinaire. Avant, après, il a réussi, avec ces deux mots, à arriver à la plus petite division qui peut exprimer le combat. Dans une activité décisionnelle, c'est quoi? C'est, je suis sous la pression d'alternatives, quels sont mes choix? Est-ce que je vais prendre l'initiative? Est-ce que je vais agir ou est-ce que je vais réagir? Est-ce que je vais attendre ou est-ce que je vais attaquer? Est-ce que je vais être défenseur ou est-ce que je vais être attaquant? Et j'ai la pression temporelle, parce qu'il faut faire vite, dans le même temps, il faut se manier. Et on est confronté à une contradiction majeure, qui est la contradiction entre l'exactitude du geste, le bon choix, et la vitesse de décision. Plus je vais prendre de temps dans le même temps pour pouvoir faire mon action, plus j'ai le risque d'arriver en retard. Moins je vais prendre de temps dans le même temps pour choisir mon action suivante, plus j'ai de chances de me tromper. Et on est constamment dans cette contradiction-là, irréductible. Il n'y a rien à faire. C'est indéterminé, on ne peut rien faire. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il nous met dans les sources, il nous met face à cette activité décisionnelle. Et donc en plus, il en parle, parce que s'il dit activité décisionnelle, il y a aussi l'affectif. Ça veut dire qu'il nous le dit clairement, si de tête, si t'as pas le cœur bien accroché, si t'es pas courageux, si t'es un peu froussard, etc., fais pas d'escrime. Parce que quelle que soit ta maîtrise de l'art, la technique, tu seras perdant. Tu seras battu. Donc on a le geste, qui est indéterminé, et qu'est-ce qui donne du geste? Le sens au geste, c'est la décision. C'est dans le même temps, est-ce que je vais aller dans l'avant, dans l'après, est-ce que je vais être attaquant ou défenseur? Le sens du geste est donné par la décision. La décision, c'est quoi? La décision, la pensée décisionnelle, c'est un choix tactique. La tactique, ça commence là. Est-ce que je suis défenseur ou je suis attaquant? C'est pas est-ce que je vais faire un zorn ou est-ce que je vais faire un arrêt scène ou un comparo. C'est est-ce que je vais être plutôt dans l'avant ou dans l'après, comme ils nous le disent dans les sources. Donc c'est un choix tactique. C'est une pensée tactique. Et ça, on ne l'apprend pas. On n'apprend pas à décider dans l'abstrait. On apprend à décider dans l'action. Décider dans l'abstrait, c'est trop facile. Donc, qu'est-ce qui va donner du sens à la décision et au choix tactique? C'est le but. Et le but, enfin, c'est le but, certes, mais qu'est-ce qui va donner du sens au choix tactique? C'est l'opposition. Sans opposition, je ne peux pas faire de choix tactique, je ne peux pas prendre de décision. Je prends des décisions quand je suis face à quelque chose qui m'oblige. Est-ce que, si je n'ai pas réussi à prendre l'après, est-ce que je prends l'après ou est-ce que j'essaie... Voilà. Donc l'activité décisionnelle, le choix tactique prend son sens, c'est l'opposition qui donne du sens à la pensée décisionnelle, à la pensée tactique. Et l'opposition, elle est dépendante d'une chose. Qu'est-ce qui va donner du sens à l'opposition? On parle de self-défense, on parle de parade, on parle d'arrêt-scène, on parle de contre-attaque, etc. La seule chose qui donne du sens à l'opposition, c'est l'attaque. S'il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas d'escrime. L'attaque, c'est l'élément fondamental. S'il n'y a pas d'attaque, il n'y a rien. C'est la fin du combat ou ça n'a pas commencé. Il faut qu'il y ait une attaque. Fort de cela, après on poursuit les sources, après on a des trucs, etc. et tout, mais fort de cela, au début, avec simplement cette pièce du Zorn et cet avant-propos, pour moi, j'ai vraiment le sentiment d'être face à une théorisation, une conceptualisation de l'escrime, avec une logique. Une logique qui se suffit à elle-même. J'en ai rien à faire de savoir si ça a servi ou pas. Ça ne m'intéresse pas. Cette logique me parle.
Moi, en tant qu'ancien combattant, cette logique me parle, parce qu'elle correspond à une réalité. Et donc, je finis avec l'attaque, hein, c'est ça. Et l'attaque, c'est... Alors, je crois que c'est Meyer qui a dit ça, mais je suis pas sûr. En plus, je sais pas si l'attaque, il considère ça attaque, etc. Mais il disait, après tant de temps, une des choses fondamentales de l'escrime, c'est l'attaque. Et je crois que, fondamentalement, je suis convaincu de ça. Voilà. Moi, je vais vous parler de la convention d'opposition. Le problème, c'est que c'est très technique. On va parler de plan d'escrime, on va parler de trucs que si vous n'êtes pas escrimeur, ça va pas être très clair. Donc je me dis plutôt que de partir là-dessus, on ne va pas forcément se comprendre avec l'auditoire. Je l'en parlerai à la fin, s'il y a des questions, je reviendrai dessus. Donc nos choix, notamment, vous le savez, pour ceux qui ont regardé le Paris Sim Open, pourquoi est-ce qu'on fait une règle de priorité. Donc ça, je veux bien le justifier, regarder sources, regarder tout, un tas de choses, mais c'est un peu complexe, donc je vais passer à la méthodologie d'apprentissage directement. Si on a le temps, on reviendra sur la convention. D'accord. Donc, sur la méthodologie d'apprentissage, bon, moi je suis d'accord avec Michel, l'opposition c'est au cœur, l'attaque c'est au cœur. Donc comment est-ce qu'on va apprendre ça? Comment est-ce qu'on va faire apprendre ça à des gens? Quand on leur file l'épée dans les mains, comment est-ce qu'ils deviennent escrimeurs ces gens-là? Bon, nous, je vais commencer par parler de Famose. C'est un auteur qui nous a beaucoup éclairé, donc c'est un auteur français, donc si vous pouvez le chercher, vous pouvez lire ce qu'il a écrit, c'est assez prodigieux, c'est assez clair. Donc Famose nous dit, dans toutes les activités où vous êtes seul avec vous-même, ça peut être la danse, ça peut être le lancer de poids, ça peut être le lancer de javelot, l'essentiel c'est la technique. Optimiser mon geste pour lancer mon javelot, optimiser mes pas de danse pour avoir un geste plus fluide, etc. Par contre, dès qu'on met deux personnes face à face, en opposition, donc le tennis, n'importe quelle activité d'opposition, pas forcément les arts martiaux, la technique devient secondaire. Ce qui devient essentiel à partir de ce moment-là, c'est ce qu'il appelle l'acquisition d'habiletés motrices finalisées. C'est du jargon scientifique, mais peu importe, c'est facile à comprendre. Le but n'est plus de peaufiner un geste, mais de savoir prendre la bonne décision et de faire le geste au bon moment. Et c'est la prise de décision en amont qui va rendre pertinent le geste. Et pas le geste qui est pertinent tout seul. Le geste devient un moyen en vue d'une fin, et plus une fin en soi. Donc lancer le javelot, c'est bien pour lancer un javelot tout seul, vous faites votre corps, vous battez avec vous-même. Et dès qu'il y a quelqu'un en face de vous, donc au tennis, il prend beaucoup d'exemples avec le tennis, c'est son truc. Il dit voilà, tirer une balle tout seul, comme ça, comme un fou dans le vide, c'est très bien. Mais quand il y a quelqu'un qui renvoie en face, ça change tout. Et c'est parce qu'il y a quelqu'un qui renvoie en face que ça va devenir une activité duel, une activité d'opposition. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut mettre de côté un peu la technique. On ne dit pas qu'il faut la supprimer, on dit ça devient un accessoire de choix tactique. Alors comment est-ce que nous, on propose d'apprendre l'épée longue? Alors on a déjà quelques années de pratique maintenant dans l'enseignement, on peaufine, c'est fait la deuxième année là, avec Alexander, Michel et moi qu'on pratique notre méthodologie, donc on a quelques retours et je trouve que ça marche pas mal. Donc nous on a une logique, je vais emprunter une image, Louis c'est là j'en profite, moi j'appelle ça la logique du gladiateur. En fait, l'idée c'est on va donner des outils. On est d'accord que le but fondamental c'est que les gens comprennent qui ils sont. Suis-je attaquant, suis-je défenseur? Et de comprendre comment faire permuter les rôles. Quand je suis attaqué, comment puis-je redevenir attaquant? Quand je suis attaquant, comment puis-je maintenir mon statut d'attaquant? Ça c'est l'essentiel du combat. Donc comment aborder ça? Alors moi je parle de logique du gladiateur parce qu'en fait l'idée c'est simple, c'est de donner des billes à chacun des combattants, mais faire en sorte que ces billes se répandent bien. La bille que je donne à l'attaquant doit trouver une compensation chez le défenseur. En fait on donne des armes asymétriques aux combattants. Et c'est cette asymétrie-là qui va faire que le combat va fonctionner. Donc, pour être très concret, moi à la base, mes débutants, je ne fais pas faire des solo drills, je ne fais pas faire des techniques dans le vide pendant des heures, pour moi ça ne sert à rien. Mes débutants, mes premières séances d'entraînement, c'est apprendre à attaquer. Donc comment déclencher une attaque, les marches préparatoires, la coordination des bras, haut, bas, etc. Ça c'est la première chose à faire, j'apprends à attaquer. Dès qu'on a appris à attaquer, alors on attaque comment? On attaque avec le plus simple possible, hein. Le fil relié à la cible, comme dit De Winger. Donc nous c'est un overall tête, on ne se pose pas de questions, on ne fait pas de trucs compliqués, pas des sverges, on attaque le plus simple au départ. Techniquement le plus simple. On décharge toute la concentration sur la technique, on la décharge au maximum au départ pour focaliser sur la tactique. Donc on apprend à attaquer. Alors avec mes distances, au début on attaque la distance de fente, la distance de marche et fente, etc. Donc ça c'est comment est-ce que je vais attaquer de loin et comment est-ce que je mets du rythme dans mes attaques pour surprendre mon adversaire. Quelle arme je vais donner au défenseur en face? Bon bah le défenseur, ce que fait un défenseur naturellement, un débutant, vous l'avez tous vu dans votre salle, un débutant ça a peur. Un débutant c'est en réaction et un débutant ça veut toucher l'épée de l'autre. Ça fait ça un débutant. Ça fait l'essuie-glace, ça veut du contact d'épée, ça le rassure de toucher l'épée de l'autre. Donc ça, nous on veut casser ça. Donc ça, on va interdire au début le contact de l'âme. Donc c'est-à-dire qu'on demande au défenseur de ne se défendre qu'avec ses jambes. Donc quand je suis attaqué, le seul moyen de m'en sortir c'est de faire un Arisen, donc un rattrapage, c'est-à-dire faire tomber dans le vide. Je suis attaqué, je provoque, il m'attaque, hop, une retraite, ça tombe dans le vide, et à mon tour d'attaquer. Donc il m'a attaqué, il était dans l'avant,
Je l'ai fait échouer grâce à une action défensive qui s'appelle une Horizon. J'ai fait échouer, à moi d'attaquer. Donc là, on a déjà un début de jeu. J'ai une bille offensive, il a une bille défensive. Premier point essentiel aussi sur lequel je vais revenir rapidement, c'est on essaie au début de faire les choses simples. Michel, tu l'as pas dit ça tout à l'heure, je vais enrichir ton propos. Ouais. Quand on m'attaque, l'adversaire qui m'attaque, il est dans l'avant. Je suis dans la presse, je me défends. Le même temps, c'est notre projet tactique pour la suite. Le même temps, quand je fais une parade, c'est ma riposte. Je me projette dans ma riposte. Le même temps, dans son attaque, c'est sa remise. Il se projette dans sa remise. C'est-à-dire que dans le même temps, à un moment donné, on a deux projets opposés. Mon projet, mon arschlag, mon coup suivant, et lui aussi, il a un projet avec un coup suivant. Et ce qui va dénouer le combat, c'est la réalisation concrète. Qui aura eu raison? Qui aura réussi à faire bien l'action? Donc, le problème, c'est que dans la réalité est très complexe. Dans la réalité, on peut chercher à attaquer et maintenir son statut d'attaquant, même si on a été mis en échec une première fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je peux attaquer, remiser. Donc, je peux faire 3 sverges consécutifs, donc 3 attaques consécutives. Le problème, c'est que c'est délicat pour un défenseur, parce qu'un défenseur, du coup, il est perdu. Il se dit, quand est-ce que je peux reprendre l'initiative? Donc, pour simplifier les choses, nous, au départ, on appelle ça le à toi, à moi, c'est-à-dire que je n'ai qu'une cartouche dans le fusil. Donc, je frappe une fois, j'ai échoué, automatiquement, je suis défenseur. Je ne peux pas préserver mon rôle, comment dire, continuer avec mon rôle d'attaquant, je suis obligé de basculer dans la défense. Donc, au début, on force. Ok, t'as le droit d'attaquer, attaque. Si t'es mis en échec, défends. À toi, à moi. À toi, à moi. À toi, à moi, comment? En faisant tomber dans le vide. À toi, à moi, comment? En faisant une parade, une riposte, un faire Zetson. On peut l'appeler en allemand, c'est la même chose. Une parade riposte, une contre-attaque, ce que vous voulez. À chaque fois, une action offensive, une action défensive. Plus je donne d'action défensive à l'un, plus je donne d'action défensive à l'autre, offensive à l'autre. Donc action offensive au début, c'est quoi? Attaque simple. Il fait de la parade riposte, attaque composée. Donc, je mets des feintes. Les feintes, on a une tonne dans les traditions lichtenaueriennes, donc on peut commencer à amener les feintes. Et une fois que ça commence à avancer ça, une fois que ça se mûrit, une fois que les gens identifient qui ils sont, quel rôle j'ai, on peut commencer à complexifier les choses. Complexifier les choses, c'est-à-dire qu'à un moment, on va autoriser les élèves à maintenir leur rôle dans l'avant. J'attaque une fois, je suis mis en échec, l'autre est déséquilibré, il apparaît, il n'est pas apte à mettre la riposte. Ok, j'enchaîne. Je vais en mets une deuxième, je mets la remise. D'accord? Donc là, on a un cas complexe où je vais tenter de continuer à pousser mon rôle d'attaquant et pousser l'autre dans la défensive. Et ça, c'est pour moi, c'est vraiment le second semestre, voire deuxième année pour l'enseignement de l'épée longue. Donc, est-ce que c'est clair? Je ne rentre pas plus dans le détail que ça techniquement, mais est-ce que vous voyez un peu cette espèce de logique, ce que j'appelle la logique des gladiateurs, donner des armes, des billes, et toujours mettre en avant le principe de favoriser de belles attaques, des attaques nettes. Et j'enchaîne un petit peu sur la convention rapidement. Écoute, oui. Alors, si vous voulez, il y a aussi une image, je vais la donner rapidement, je vais donner la parole à Gaëtan. Il y a une image importante pour comprendre notre vision didactique et pédagogique des choses. La didactique et la pédagogie sont deux choses différentes. Je vais prendre l'image du potier et l'image du jardinier. Quel que soit l'apprentissage que l'on veut transmettre, ça va rentrer dans ces deux exemples. Le potier, c'est quoi? C'est un gars qui a un tour, qui a de la terre et qui modèle les choses à sa main. Il fait ce qu'il veut, il donne une forme et il impose sa forme. Le jardinier, lui, c'est celui qui crée les conditions pour que les choses puissent émerger. Là, en l'occurrence, des légumes. Nous, en l'occurrence, c'est une certaine forme d'escrime. Donc, on ne va pas dire imposer une forme comme le potier. Nous, on va créer une situation pour que les choses émergent. C'est complètement différent. On n'est pas sur le mimétisme, le modèle. On est sur, on te met dans une situation et c'est à toi de trouver la solution. Et en plus, ça colle bien avec l'escrime, puisque cette escrime, elle est pauvrette au niveau des représentations graphiques, et elles sont tardives. Et que ça nous laisse cette marge de liberté. C'est quoi l'avant et l'après, basiquement? L'avant, c'est je suis attaqué, si bien que je suis obligé de me défendre. Obligé de me défendre. Ok? Donc, obligé de me défendre, il y a deux choses. Soit je suis obligé parce qu'il y a l'impérieuse nécessité de sauver ma vie. J'ai une épée. Bon, prenons le paradigme de la self-défense, qui n'est pas le mien, mais prenons celui-là. Je suis attaqué, une épée tranchante arrive sur la tête, je suis obligé de me défendre. Ça a du sens a priori. Voilà. Tu vas faire une double. On va éviter la double. En principe, on va éviter de contre-attaquer à ce moment-là. C'est du bon sens. Maintenant, on va se rapporter à un sport de position moderne comme on est aujourd'hui dans ma salle. Dans ma salle, aujourd'hui, on a des masques, des gants, des épées en nylon. La mort, c'est une notion un peu lointaine quand je fais l'entraînement à la salle. Donc, puisque la mort est une notion lointaine, et même la blessure est une notion lointaine, moi, je n'ai pas de blessés, je n'ai pas pour habitude d'avoir des bleus à la fin des entraînements, je n'ai pas des gens qui sont violents et qui aiment avoir mal. Donc, la seule sanction que je peux leur donner pour un comportement qui serait non respectueux de cette logique-là, c'est moi ce que j'appelle la règle de priorité. Alors, je ne l'ai pas inventé, ça vient de l'escrime moderne, il y a 2 armes sur 3 qui la proposent. Et cette règle de priorité, c'est ça, c'est j'oblige par la convention, puisqu'il n'y a pas d'obligation impérieuse physique, par la convention, je vous impose à avoir ce jeu-là. Quand on y réfléchit bien, la permutation des rôles d'avant et d'après, permanente, elle est vraiment, comment dirais-je,
elle se traduit parfaitement avec cette règle de priorité. C'est-à-dire que je suis prioritaire, si dans mon attaque, l'autre fait une contre-attaque en fermant les yeux, en me touchant les jambes ou le ventre, j'ai le point. Donc oui, il y a double, mais il n'y a pas de sanction physique. Donc pour moi, mettre une double, ça n'a aucun coût physique. Donc le seul moyen de faire en sorte que les doubles disparaissent, ou du moins de les sanctionner, pour moi, c'est de passer par une règle de priorité. Parce que demander aux gens d'être dans une logique de self-défense pure, sans danger physique, sans douleur, sans sanction physique, comme on peut en avoir à la boxe. La boxe, il y a des sanctions physiques, c'est assez clair. Là, il n'y a pas de sanction physique, et tant mieux. Moi, je suis pro-pratiquant en sport, j'aime bien, voilà, j'ai un métier à côté. Si je peux éviter d'aller avec un cocard le matin au boulot, j'aime mieux. Donc voilà quoi on en est. Alors tout ça, je peux le justifier en long, large, en travers, mais si je dois être basique avec la source, avant, après, permutation des rôles, à un moment, on va tomber gentiment sur cette règle. Et la source est très claire. Elle dit, si tu n'as pas pu prendre l'avant, va dans l'après. Et donc, dans l'après, essaye de reprendre l'avant. Elle ne dit pas à se battre le mec quand il met un coup. La source. Très clairement. Si, Michel. Ouais, bon, c'est bon. Bon voilà, on n'a pas fait tout ce qu'on devait dire, tout ce qu'on devait raconter. Parce qu'en fait, on devait le faire à 3, donc on a été obligé de... Eh bien, écoutez, on va vous laisser la parole, non? Oui, merci. On vous laisse la parole. Merci de votre attention. Oui, ça vous s'y attentionné, c'était silencieux. Ouais, super, merci. Donc, à vous de jouer. Voilà, à vous de jouer. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, du coup, ma question, en fait, c'est dans cette méthode d'apprentissage, quelle est la place de la source par rapport aux élèves ou ceux qui reçoivent l'enseignement? À quel moment ils ont une interaction avec la source? Alors c'est simple, moi dans ma salle, j'ai des élèves qui sont ici. Le premier cours, je mets tout d'équerre. Je dis voilà les sources, voilà ce qui existe. Voilà, les sources déjà que j'ai traduites. Sinon mon association l'Ardam a traduit, donc elles sont accessibles les sources. Il y a les liens, ils peuvent imprimer, ils peuvent lire. Mais ce qui est clair, c'est que le travail d'interprétation, pour moi, c'est fini, je ne le fais plus à la salle. L'interprétation, je le fais à la maison. Je le fais pour moi, je travaille de mon côté, je travaille dans mon coin. À la salle, moi, les 2 heures par semaine où ils viennent chez moi, je leur fais faire ils pratiquent les pédons. Donc, qu'est-ce qui reste de la source dans mes 2 heures? Dans mes 2 heures, sur vraiment les 2 heures de cours que je donne à des étudiants, qu'est-ce qui reste? Il reste une explication le premier quart d'heure, où je les vois. Je dis voilà la tradition hawaïenne, comment ça fonctionne, voilà le système, voilà comment j'en ai fait un jeu. On ne cherche plus à couper, on touche. Donc déjà, tout ça, il faut le dire. Dans quel paradigme on s'inscrit, les amis? Je ne suis pas là pour vendre de la self, je suis là pour vendre du sport. Donc il faut être très clair. Voilà comment ça fonctionne. En rappelant que cet esprit m'a également connu des déclinaisons sportives. Joachim Meyer, c'est vraiment l'archétype. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qui reste dans les cours au quotidien? Bon, déjà, tout le support technique qu'on utilise, c'est l'Ichtonawarian. Les Tsornao en diagonale, les Oberao verticaux, les Zwerch horizontaux, tout ce support technique, il est l'Ichtonawarian. J'utilise la traduction française de temps en temps le terme allemand. Quand je suis pressé, que j'ai pas le temps, je bascule que sur du français, mais le terme est toujours donné. Enfin, je m'efforce de toujours donner le terme. Et après, qu'est-ce qui reste? Il reste tout. Puisque, on vous l'a dit, la source c'est la prise de décision, un système de prise de décision, et que les tactiques sont référencées, un Horizon, ce qu'on appelle aujourd'hui en sabre moderne, faire tomber dans le vide, c'est sourcé. Une parade-riposte. Le Tsornao, la première pièce, c'est une parade-riposte, parade du Tsorn, et pointe ensuite, et une riposte en estoquant. Donc en fait tout ça, les remises, c'est largement sourcé. Donc n'oubliez pas une chose sur les sources ichtonawariennes, c'est pas exhaustif, c'est exemplatif. Ils nous donnent un système qu'ils illustrent à l'aide de quelques phrases d'armes, parce que sinon c'est trop abscon. Donc on essaie de le rendre clair, de l'exemple, à l'aide d'exemples. Mais après, c'est vivant ça. Donc après il faut le vivifier par de l'opposition. Donc l'opposition, moi je vous mets au défi. Je vous mets au défi de prendre une vidéo d'assaut dans ma salle, et même des newbies, mais vraiment des mecs qui ont commencé il y a 1 mois et demi, et de me dire qu'est-ce qui n'est pas l'Ichtonawarien dans ce qu'il faut. Parce que vu que c'est un système qui n'est pas fermé, mais un système ouvert, aucun geste n'est acheté. Il peut être mal fait, tu peux avoir une mauvaise coordination, tu peux avoir une parade ratée, mais fondamentalement, c'est un système qui est globalisant, qui peut tout absorber dans l'absolu. Donc dire, en fait, je vois bien la peur que vous soulignez, c'est « Oh mon Dieu, il va y avoir une perte de panel technique ». Non, je ne l'ai pas constaté. Qu'est-ce qui reste de l'Ichtonawarien? Tout, l'essentiel, l'opposition. Donc j'ai un peu de mal, je comprends la peur qui est soulignée, mais vraiment, en étant très honnête, quand je vois mes étudiants failliter, je me dis, bon, c'est l'Ichtonawarien, quoi. Moi, Chartès Bellis, c'est un petit peu différent, puisque quand je suis arrivé, ils étaient déjà sur les sources. Donc c'est moi qui suis, en fait, un tardif des sources. Quand j'interviens, maintenant, je fais pas des séances pour travailler l'aspect culturel de l'affaire, je fais des séances d'entraînement. Donc on fait de l'entraînement. Mais tout est l'Ichtonawarien. La logique, la pensée tactique que je leur donne, elle est inspirée des sources. Ma question, en fait, elle était plus par rapport au fait, il y a certains clubs à MHE qui
tout au long de l'année, vont avoir dans certains cours des moments qui sont consacrés à, on prend une partie du texte et ensemble on essaie de l'interpréter et de voir ce qu'il en sort. Je vois très bien. Voilà, que ça amène à quelque chose ou pas, peu importe, mais cette chose-là. Donc ma question c'était, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez mettre dans votre enseignement pour les deuxième année, troisième année, à un moment donné ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose qui disparaît complètement et que ce travail-là, il est uniquement pour les instructeurs? Michel, Dans le livre, il y a toute la source. Non, mais là, je vois ce que tu veux dire. Moi, franchement, je viens de l'Ardam. Donc, le Call School dans le café à lire des sources, je connais bien. En fait, on est dans des logiques d'offres. Moi, mon offre, l'offre de Michel, l'offre d'Alexander, c'est un cours d'épée longue ishtanawarien. Je leur offre pas une analyse de texte ishtanawarien. Ah, c'est du clé en main. C'est du clé en main. Moi, vous venez chez moi, je vous apprends ça. Après, je ne vais pas à la boxe pour qu'on m'apprenne l'histoire de la boxe. Je vais à la boxe pour faire de la boxe. Et moi, chez moi, ils viennent chez moi pour pratiquer l'iskrine ishtanawarien, pas pour que je leur fasse lire un vieux grimoire. Et le vieux grimoire, en plus, pour moi, il y a quelque chose qui est... Bon, j'ai le défaut d'être très honnête, donc ça va être cash. Le problème, c'est que quand on arrive avec des gens et qu'on leur dit « Voilà la source, lisez-les », mais quelle mauvaise foi d'espérer que des mecs qui ont zéro bagage martial, ils lisent un truc vaguement mal traduit de l'allemand ancien, qui sortent d'une interprétation, puis après tout le monde est là à dire « Tout se vaut, n'importe quelle interprétation est bonne ». Foutage de gueule. En opposition, ça ne marche pas comme ça. En opposition, c'est faux de dire qu'un gars qui débarque avec zéro bagage va avoir même une idée de ce qui se passe là-dedans. Donc moi, je veux bien qu'on le fasse, je comprends l'idée, en faisant lire les gens, on espère qu'après ils aillent s'y référencer. C'est une possibilité. Mais pour moi, c'est pas inhérent à la démarche à MHE. C'est une possibilité de pratique à MHE, mais pour moi, elle est derrière moi. Clairement, c'est plus ce que j'ai envie de faire dans mes cours. Je sais pas si je réponds à ta question. Non, puis en tout état de cause, ça permettrait surtout, pour avoir vu ça dans une pratique art martial personnel, de mettre une distanciation entre l'élève qui ne sait pas et celui qui t'amène de la source et créer, tu vois, un écart entre l'apprenant et le sachant. Et je trouve ça plutôt malsain, ce qui fait que la démarche que vous proposez actuellement me plaît vraiment. On part sur le concret, je vais te donner des éléments très rapidement qui vont être cadrés, je vais te proposer un domaine de définition dans lequel on va évoluer ensemble. Et si après j'arrive à générer une envie personnelle de culture, de connaissance sur ce qui m'a permis de t'amener à cette pratique-là, libre à toi, je te fournis les sources, débrouille-toi avec. Si tu as des questions, je peux répondre. Quand on aura un pourcentage faible, on passe à division. Sur les gens qui viennent chez moi, j'en ai 45 maintenant d'étudiants. Peut-être qu'on aura 3%, 5% qui vont lire la source. Mais ce qui est très bien, ils le feront, de toute façon c'est à disposition, les traducteurs on les connaît, donc c'est possible, mais effectivement, il faut passer à la division. Je n'aurai pas 70% de gens qui vont aller à la source ensuite. Mais il y a une chose dont il faut se rendre compte, c'est que cette théorisation, cette conceptualisation du combat, notamment qui utilise du support épée longue, c'est hyper balèze. Et moi j'y fais référence, comme c'est un très bon truc, c'est un très bon aide. Je me souviens quand les gens qui étaient avec nous à Vichy, je leur ai dit à un moment, le meilleur mode d'emploi pour la compétition, pour aller toucher, c'était la préparation à Swordfish, lisez les sources. Lisez la source. Dans la source, il y a la réponse à vos problèmes. Et là, ils avaient des problèmes ils faisaient toujours du droite-gauche, du droite-gauche, du droite-gauche, du droite-gauche. Dans la source, t'explique comment sortir de cette logique droite-gauche. Donc la source est balèze. Moi, j'y fais totalement référence. Alors, je mixe avec d'autres vocabulaires parce que le vocabulaire s'est affiné, il y a une progression, il y a une amélioration, mais on parle toujours de la même chose. Fondamentalement, ça se réduit à est-ce que je prends l'initiative ou est-ce que j'attends? Est-ce que je vais dans l'avant ou je vais dans l'après? Ça se joue là. C'est cette activité décisionnelle. Et cette activité décisionnelle, elle est dans la source. C'est de la source. Ouais, en fait, ce qui fait la différence avec d'autres AMHR, c'est que nous, on a confiance en notre source. Moi, avec la convention qu'on a posée, la source qu'on a, je suis blindé, on peut faire de la compétition dans tous les sens, ça ne va jamais disparaître. Parce qu'on est convaincu de la pertinence du propos. Si on avait un doute, si on se disait, bon, ce qu'on a, c'est quand même pas terrible, c'est pas costaud, quoi. Vraiment, si un jour il y a de la compétition qui naît, ça va passer à la fin. Bon, bah, on a fait de compétition, on acterait que c'est mort, que c'est un truc qui ne peut fonctionner. Vu qu'on a, nous, une confiance peut-être aveugle, je sais pas, dans la logique de cette estime, on n'a aucune crainte sur le fait que ça disparaisse. Au contraire, moi je pense que la façon dont on le pratique, paradoxalement, va vivifier la technique. On n'a plus de technique morte qui ne rapportait à rien, on aura une technique efficiente, pour ramener un contexte. Non mais bon, franchement, bravo, parce qu'un bouquin, c'est pas une chose simple à faire, et ça je le sais bien. Au niveau, on n'est pas là pour apprendre les sources, les élèves ils viennent, je suis complètement d'accord, 2 heures d'entraînement, s'ils veulent s'y intéresser, on peut l'intéresser après. Après, je voudrais simplement demander si votre objectif,
c'est de pratiquer un sport contemporain ou de pratiquer un sport historique. En fait, c'est par rapport à cette histoire de convention comme si nous, ça nous intéresse. Est-ce que la pratique que vous mettez en place, qui a ses qualités et ses défauts comme toutes les autres pratiques, c'est une pratique contemporaine du XXIe siècle ou c'est une pratique qui se rapprocherait des conventions et des engagements anciens? Alors la convention, c'est un sport, dans le bouquin il le dit, hein, sport d'opposition moderne. Donc moi le contexte de l'époque de la Fechtschule, il ne faut pas oublier une chose en fait. Le problème c'est que moi je pense que les règlements, et j'en ai fait des assauts, des compétitions avec le règlement historique, un règlement ça répond à un contexte. Un règlement c'est contextuel. Un règlement dans lequel tu n'as pas de masque, ce ne sera pas le même règlement qu'un cas où tu as un masque. Donc nous le problème c'est qu'on est au XXIe siècle, on joue au XXIe siècle. On a des contraintes, notamment en sécurité du XXIe siècle. Moi dans ma salle, un doigt cassé c'est hors de question. Dans ma salle, un œil crevé, je ne parle même pas, on ferme la salle. Donc, en fait, nous, on est dans une logique de sécurité. Sécurité et protection que, clairement, au 6e siècle n'existait pas. Donc, partir du principe, enfin, moi, je vois bien l'idéal, pour ne pas dire voilà, cette espèce d'idée de croire qu'on peut reprendre un règlement ancien, l'appliquer aujourd'hui et que par magie, on va sortir la même chose. Je comprends cette logique-là, mais j'y crois pas du tout. Moi, je crois que quand on a une logique d'armes, une fois qu'on est logique, on a un contexte. Notre contexte du 21e, il est très particulier. Et je pense que seule une convention intelligemment réfléchie au regard de cette logique de l'arme peut fonctionner. Cette convention, elle sera moderne. Elle sera nécessairement moderne. Donc, la règle de priorité, elle date d'il y a 200 ans. C'était formalisé il y a 200 ans. On est c'est plus vieux que ça, la règle de priorité. Mais clairement, je l'utilise parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me semble le plus pertinent pour préserver la logique de l'arme. Et donc, je vois bien les trucs franco-belges, pas de touche chemin, pas tout ça. Mais pas de touche chemin, pas des stocks chez Joachim Meyer. Qui veut ne plus faire des stocks du tout dans ces assauts? Alors vous avez des vestes, maintenant des plastrons, des masques qui permettent de le faire. Pourquoi se priver? En fait, le problème, c'est qu'on n'est plus dans le même contexte, on n'a plus les mêmes contraintes et on a des certaines libertés supplémentaires qu'eux n'avaient pas. Les stocks dans la pleine face. Inversement, il y a des choses qu'on ne peut plus s'autoriser aujourd'hui non plus. Donc je pense que c'est voilà. Donc mon compromis il est moderne. Clairement, j'annonce la couleur, c'est une convention moderne. Et on parle c'est un sport d'inspiration historique. C'est un sport moderne d'inspiration historique. Très clairement, c'est pas de la constitution historique. Clairement. Pourquoi l'inscrire dans la démarche AMHE? Didier n'est pas là. Si, mais ailleurs. AMHE, pourquoi est-ce que c'est forcément de reconstitution d'un contexte? C'est l'approche de la constitution historique, elle est valable dans les AMHE, mais pourquoi c'est la seule valable? Moi, je veux bien l'exclusivité, je la comprends, mais pourquoi est-ce qu'une pratique moderne d'inspiration historique qui découle de la compréhension d'un système serait non AMHE? Pourquoi est-ce que ma pratique est moins légitime que la tienne? Je vois bien l'explication, autre que ça ne pas, c'est nouveau. Le problème, c'est que je comprends ce que tu dis, mais je ne vois pas pourquoi je ne devrais plus appeler ça MHE. Je ne sais pas. Je ne sais pas en quoi je serais plus légitime à appeler ça MHE. Est-ce que tu viens de dire que c'était une pratique moderne? Oui, c'est une pratique moderne. Toi, tu n'as pas de masque, tu vois, dans ta salle. Tu utilises plusieurs outils et plusieurs pratiques pour travailler le fond AMHE. C'est du nuancier de gris, ça. Toi, t'es plus. Et là, en l'occurrence, là, C'est quoi le fond à MHE pour toi? C'est le travail sur la source qui donne les mouvements d'arts martiaux, entre guillemets, qui étaient, vous appelez ça la self-défense. Moi, c'est l'art martial qui te donne après une dérive, un panel, un nuancier justement de techniques et de pratiques que tu peux utiliser pour améliorer ton art. Ben, c'est la même chose. Je vois pas où est la Donc, c'est différence. une convention. Ben oui, mais on se rend compte qu'on a besoin, on fait ça dans un gymnase, avec des armes, des chaussures modernes, des baskets, des machins. Voilà, je veux dire, on ne se projette pas dans un passé révolu. On fait ça aujourd'hui. Donc on le fait clairement en respectant la source, en s'inspirant des sources, en travaillant sur les sources. Et c'est pas un produit de notre esprit, c'est pas un plaquage d'une activité sur une autre. On fait des AMHE, très clairement on fait des AMHE. On le fait, on a envie de favoriser l'opposition et de la compétition pour que ça prenne de l'essor, parce que je pense que c'est par là que ça se passe, que ça c'est un choix, on n'est pas obligé de le faire. Enfin en tous les cas, il y a un choix de précision. Souvent, sport, c'est égal compétition. C'est faux. C'est archi faux. Le sport n'est pas égal à la compétition. Vous prenez n'importe quelle fédération sportive et vous prenez les licenciés qui font de la compétition, globalement, ça va entre 5 et 15% suivant les fédérations. 95 à 70%, 75% des gens font une activité physique. Donc nous, on fait du sport. On n'a pas dit que c'était tout de suite, on allait amener les gens à la compétition. La compétition, c'est un endroit où on s'évalue, où on se jauge, où on se mesure. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire.
Si tu ne veux pas y aller, tu n'y vas pas. Mais c'est une activité physique moderne, de fait. De fait. Je vais passer la parole. On pourra prendre ce débat-là, parce que je pense que si longtemps vous avez la chose, c'est des vieux serpents de mer. Avant de passer la parole, Brice, nous, c'est une question qu'on s'est posée. D'ailleurs, je me suis référé dans le bouquin, vous verrez, à des recherches de sociologues qui sont intéressés aux arts martiaux. Parce que ce truc-là, c'est un vieux serpent de mer, arts martiaux, sport d'opposition. Et donc, il parle beaucoup du judo. Donc, le judo, aujourd'hui, qui Riner, c'est plus vraiment les origines du judo. Bon, c'est toujours du judo, néanmoins. Et en fait, il dit un truc intéressant, il dit l'opposition arts martiaux et sport, elle est très bizarre, parce que on a les gens des arts martiaux qui en général ne peuvent pas trop critiquer l'efficacité du sport, parce que de fait, les sportifs, les touches, ils en mettent. Mais on va critiquer une perte d'esthétique, une réduction technique, une perte de l'âme, de ce qu'ils faisaient avant l'art martial. Ce docteur, il nuance vraiment la distinction, la différence entre arts martiaux et sport, parce qu'il dit aujourd'hui tout est euphémisé. Genre, même quand je parle de cette défense, en fait, c'est même plus la cette défense. Aujourd'hui, tous les arts martiaux, vous avez tous une mairie et une salle, personne ne fait des arts martiaux vénères, quoi. Genre à un moment, on est tous dans une logique d'euphémisation. Mais euphémisation, elle peut être plus ou moins portée. Moi, mon euphémisation, elle est totale. Mon euphémisation, elle est sur la touche. D'autres se projettent dans une coupe. Pourquoi pas? Toujours est-il que personne n'est coupé dans un cours, il me semble. Donc, on est sur une logique d'euphémisation. Jusqu'où on la pousse ou pas. Mais pour moi, je ne vois pas une distinction de nature, mais c'est pas une distinction de nature, c'est plus subtil que ça. On est dans la même catégorie, sauf qu'il y a, voilà, on a un nuancier qui va d'un extrême à un autre. Nous, on a un extrême, c'est sûr, mais on est toujours dans la même catégorie. Pour moi, on n'est pas dans une autre catégorie. En fait, moi, je connais rien à l'épée, vous savez bien. Comme je vous ai écouté, je comprends, vous allez dire si je me trompe. En fait, vous avez développé un outil. Pour moi, vous avez développé un outil. Moi qui ne comprends rien à l'épée longue, si je prends votre outil, je dois être pratiquement capable de pouvoir petit à petit mettre en place des exercices pour ça. C'est un outil. Et je ne vois pas à quoi ça. Enfin, moi, je ne vois pas à quoi c'est pas des AMHE, parce que c'est un outil pour pratiquer des AMHE. Et c'est, à mon avis, aussi la problématique que je rencontre pour faire expliquer ma pratique. C'est un outil pour faire quelque chose qu'on ne peut pas refaire de toute façon exactement comme c'était à l'époque. Et donc, vous avez mis en place un outil pour faire ce travail avec l'eau, ce travail sur des AMHE à l'époque. Donc, pour des gens débutants comme moi, je pense que c'est un outil intéressant et évidemment, ça n'enlève à rien le côté martial ou pas martial. Merci, Brice. D'ailleurs, un truc important dans ça s'appelle la méthode éducative dans le sport. Ce qu'on pratique là, c'est l'histoire boxe, on s'en est vraiment inspiré. Une question. Alors, juste pour revenir là-dessus, la technique éducative elle est intéressante parce qu'à la base, ça a été pensé aussi pour donner ça à des profs de PS. On a dit à des profs de PS qui a priori ne sont pas des boxeurs, qui a priori ne sont pas des scrimeurs, ok, on va vous donner une méthode qui vous permettra de faire pratiquer des jeunes sans être un expert. Et ça, c'est intéressant parce que vu que tout n'est pas sur le geste, la précision du maître Wing Chun, tout ça, l'angle à 45 degrés, mais sur des conceptions de ok, on donne des rôles, t'es attaquant, t'es défenseur, t'as ça comme bille, et qu'on met les gens en mouvement, à eux de s'auto-organiser pour réaliser le geste, on est sur une logique facile à mettre en œuvre. Ça peut même des gens qui ont un bagage technique, martial, disons, faible, peuvent le pratiquer. Vraiment, c'est des choses qui se mettent facilement en œuvre. Et ça a été pensé comme ça, là-bas. En gros, c'est une logique populaire. D'ailleurs, c'est éducatif, c'est une logique populaire pour les enfants. Donc, un truc dans lequel déjà, je joue tout de suite. C'est pas pendant 15 ans, tu tiens la chaise pendant 15 ans et tu tapes sur une planche comme ça, puis après on verra ce que tu vas faire. La logique un peu japonaise, peut-être t'es puni du début à la fin. Là, c'est vraiment une logique, ok, on joue. On est tout de suite dans l'activité, opposition immédiate. Donc, effectivement, c'est un peu déroutant, mais bon, ça marche. C'est par rapport à ce débat sur arts martiaux, sport. Alors, je vais vous donner les références du gars, parce que je vous invite tous à lire ce gars, parce que moi, 40 ans de pratique, c'est un débat que j'entends depuis 30 ans. C'est un vieux truc. C'est pas une spécificité des AMHE. J'ai entendu ça partout, j'ai entendu ça tout le temps, etc. Et cette opposition sport et arts martiaux, bon. Alors, donc, le mec s'appelle Godin. Et je vous invite vivement à lire ce qu'il a écrit. Ça s'appelle « La codification des pratiques martiales, une approche socio-historique ». C'est Actes de la recherche en sciences sociales, 2009. Donc c'est dans le bouquin, vous trouverez ça dans la bibliographie. On a une bibliographie très complète, comme ça vous pouvez voir nos références. Et lisez ça, parce que je vois encore sur la toile des gars qui viennent de l'aïkido et qui essayent de nous expliquer c'est quoi la différence entre les arts martiaux et les sports de combat. Bon, alors la première chose qu'ils disent, oui, nous, on n'a pas de règles. Mensonge. C'est un mensonge. Il y a une règle implicite, sociale. Je ne bousille pas le mec qui est en face de moi. Je préserve sa sécurité physique. Donc c'est un mensonge de dire ça. Il y a
encore des gens là qui veulent faire la promotion de leur système de self-défense. Pourquoi nous ne sommes pas des sportifs? Nous, on travaille sans règles. Mensonge. Donc c'est le niveau zéro de la réflexion là, à ce niveau-là, ce que je vois sur le net. Donc la réflexion elle existe, il y a même des chercheurs qui sont mis dessus, qui ont réfléchi sur le sujet. Je vous invite vraiment à lire là-dessus. Pour sortir de ce débat, moi ça me saoule, ça fait 30 ans que j'entends ça. Voilà. Pour parler franchement, c'est simplement un réflexe élitisme qui vise à créer une espèce de pyramide et de hiérarchisation au sommet de laquelle se trouvera ce qui lance. Les sachants et les non-sachants. Est-ce qu'il y a... Donc, on reste disponible pour répondre à d'éventuelles questions. Si on peut pousser le débat avec plaisir, on a bien fait des arguments. Gaëtan, juste une petite question. Moi, c'est ce que je dis, c'est... on va s'attendre, c'est pas un problème, de toute façon, j'ai de la merde. Moi, je me pose une question toute bête, en fait. Pareil, je suis pas du tout escrimeur, je suis mauvais là-dessus, c'est pas un problème. Je me pose une question. On en discutait, et là, bon, j'apprends des trucs, c'est cool. Si tu utilises l'escrime de meilleur, qui apparemment est une escrime à la touche, enfin, j'exagère aussi le propos, qui est clairement un sport, je veux bien entendre qu'on utilise ces techniques-là. Par contre, si tu prends une escrime plus ancienne, où clairement on t'explique que le but du jeu c'est de ne pas mourir dans cette escrime-là, à quel point c'est cohérent de l'utiliser dans votre système? C'est une question vraiment que je me pose. Est-ce qu'on peut utiliser ces techniques-là dans votre système? Parce qu'on ne va pas toucher nécessairement de la même façon avec l'épée. Selon, tu vas essayer de toucher du bout de l'épée pour faire ta touche. Et clairement, si tu as envie de découper le bonhomme... Attends, je termine. Si tu découpes le bonhomme, tu ne vas pas le découper avec le bout de l'épée, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que ça marche sur tous les systèmes ou est-ce que vous êtes condensé sur un seul système? Je vais répondre vite fait. Ouais, alors je vois ce que tu veux dire. Donc nous, on ne parle que de l'escrime ichanawarrienne. Le reste, je connais pas. Donc c'est pas mon problème en fait. Je pense que tu penses à Fioré. Oui, il y a des styles. Alors, n'oubliez pas, l'escrime ichanawarrienne, c'est une tentative d'abstraction d'escrime. En fait, les gars nous disent à un moment, c'est pour les affaires sérieuses, le jeu, on s'en fout, c'est une logique. On peut l'appliquer aux affaires sérieuses comme au jeu, et ça a été appliqué comme un jeu. Donc là, on a un truc facile, puisque dès le départ, ça a quasiment été pratiqué comme tel. Et ça a été même, je dirais presque pensé comme tel. Par contre, ce qui est clair, c'est quand vous avez un système contextualisé, comme certains trucs japonais, pas contextualisés, c'était pour le mec qui suit le servant, qui code. Là, c'est mort. Vous avez un truc trop contextualisé qui, du coup, le geste a été pensé au regard d'un contexte, qui, du coup, il faut reproduire le contexte pour avoir le geste. Donc Fioré, si le but c'est effectivement de la tentative d'assassinat, le guet-apens, oui, alors effectivement, si tout a été pensé autour du guet-apens, c'est mort. Et je suis d'accord avec Fioré, alors vraiment, je vais prendre un exemple tout bête. Là, actuellement, comme tout à Pirate, je me tape le Forgang, à lire en entier, c'est la traduction du Buchner. Et c'est très intéressant, parce que j'en parlais avec Benjamin Conan, je ne connais pas Fioré, j'ai que des échos de Fioré. Et puis il me disait, ouais, tout travail de rotation, il n'y a pas. Je dis, bon, d'accord, il n'y a pas. Et c'est cohérent, parce que si le but c'est de ne pas prendre un afterblow comme on l'appelle dans les AMHE, effectivement, il ne faut pas monter les mains. Effectivement, il faut être dans une logique très défensive. Très défensive. Comme on peut l'avoir à la rapière aujourd'hui, des jeux très défensifs. Par contre, quand tu regardes les Buchner, franchement, moi qui suis escrimeur sportif, c'est l'escrime sportif. Vraiment. Toutes les techniques qu'il donne, elles ne fonctionnent qu'avec un temps d'escrime. Il y a des cas, on peut les prendre à la source, je vous le démontre. Il y a des cas où il frappe, il fait le doublement. Il fait un doublement avec ça qui on. Il met dans le visage de l'autre. L'afterblow, là, c'est un boulevard. Si le mec il aborde que un afterblow, vous le prendrez à tous les coups. Donc ces techniques-là ne sont justifiées que si on est dans un jeu, dans une logique de pure survie. Jamais je prends le risque d'ouvrir à droite comme ça en faisant une remise. Je vais forcément manger l'afterblow, c'est impossible. Donc je suis d'accord. Dès lors qu'un style, il est estampillé, tamponné self-défense, on ne peut rien en faire d'autre. Mais à ce moment-là, il ne faut pas se plaindre. Si les mecs font de la self, il ne peut pas se plaindre de ne pas faire de compétition. S'ils veulent faire de la self, bon, il faut faire de compétition. Moi je pense que compétition et self-défense, c'est contradictoire, c'est antinomique. Donc clairement les styles qui se sont ancrés dans de la self, qui sont nés sur de la self, là il faudrait vraiment les dénaturer. Et du coup un mec qui viendrait, en gros ça veut dire quoi? Un mec qui vient faire du Fioré dans notre convention, bah, il va manger. Parce que s'il se limite, non, je veux dire, c'est pas une question de... S'il se limite à ces techniques de self, déjà il va en faire la plupart. Casser les genoux, ou dans les couilles, déjà il perd vachement de palette technique. Et si en face il y a des gars qui ont une convention différente et qui montent et qui font des trucs comme ça, il va manger dans cette convention-là. Mais par contre, lui, ça ne devrait pas l'intéresser, puisque ça ne représente pas l'escrime dans laquelle il s'inscrit. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc oui, en gros, je suis d'accord avec toi. Si le style il est estampillé self, notre méthode, c'est bon. Et donc, toute l'escrime ichanawarrienne, c'est... Je t'entends pas là. Mais ils peuvent... Enfin, je pense... Donc,
Du coup, toutes les escrimes lichtenaueriennes, c'est bon, je vais pas le bouffer. Si vous l'escrime, toutes les escrimes lichtenaueriennes, du coup, ce serait du jeu. Il n'y a pas de self-défense dans l'escrime lichtenauerienne. Elle est non contextualisée. La source, elle est sur une logique et elle dit même pour les affaires sérieuses ou le jeu. Donc elle est ouverte, la source est ouverte, elle n'est pas fermée sur un système. Ok, non mais c'est vraiment une question. Alors, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, au 15e, l'escrime lichtenauerienne elle était de self et après elle s'est transformée en jeu. Je sais pas, ça c'est un mythe ça. Mais. Moi, je vais t'expliquer pourquoi je fais les AMHE. Parce que, avant tout, j'essaie de chercher la logique. Une logique, elle se suffit à elle-même. La logique, si elle est bonne, on peut la vérifier après par la pratique, mais s'il n'y a pas de pratique, on s'en fiche. Je m'en fiche de savoir si c'était contextualisé, si c'était ça sur la gueule, c'était un jeu ou pas. C'est cette logique moi, qui m'intéresse. Et cette logique, elle explique bien le combat, elle explique même plusieurs choses. Elle explique la partie visible du combat, de l'opposition, et elle explique la partie invisible, c'est-à-dire les opérations mentales que tu fais quand tu es dans le combat, simplement suggérées par un concept qui est le Vorschlag-Nachschlag. C'est-à-dire que quand je pense à mon coup suivant, dans le même temps, je suis, soit dans l'avant ou dans l'après, mais dans le même temps, j'ai projeté mon idée, je suis déjà dans mon action suivante. C'est-à-dire que j'ai automatisé mon geste, est inconscient, mais ma pensée tactique, elle est consciente. Comme la lecture, quand je lis quelque chose, je lis, quand je prononce mes mots se prononcent d'une façon inconsciente, mais mes yeux sont déjà en train de lire la phrase suivante. C'est le même mécanisme qui se passe dans le combat. C'est pour ça que dans le même temps, je dois choisir si je vais aller dans l'avant ou l'après. C'est cette logique-là qui l'exprime qui est intéressante. Et donc, et la logique, elle se suffit elle-même. Je me fiche de savoir dans quel contexte ça s'est fait. Cette tentative de théorisation, et je suis sûr que c'en est une, mais je pense aussi profondément que tu ne peux pas prendre ça s'il n'y a pas une pratique derrière, s'il n'y a pas un vécu. Donc, la logique des AMH, la logique de cet esprit qui m'intéresse. Je vais les trois tranchants ou pas, je m'en fous. Pour répondre à ça, je vais parler fort, parce que ça va être chiant. Juste pour répondre à cela, moi je trouve ça. Après, on a le droit de ne pas être d'accord, et c'est le but du jeu en fait. C'est quand même compliqué de se mettre à la place de façon de penser de l'époque, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement les mêmes codes, les mêmes façons de penser qu'à cette époque-là. Je sais pas, il y a peut-être des notions de fanatisme ou des notions de... Je sais pas, et puis je m'en cogne, Yannick, mais c'est compliqué de se mettre dans la même mode de pensée qu'à l'époque. C'est une pensée simple, c'est pas une pensée. Non, mais je dis ça. Comme on est. Ouais, non, mais on en parlait hier avec Simon, c'était assez intéressant. C'est-à-dire, je change de contexte, mais partir à l'assaut avec quelqu'un qui te briefe en disant allez, on fonce, là, il en parlait en reconstite. Les gens veulent vraiment t'entendre. On en parlait hier en disant au niveau de la reconstite, par moment, Simon nous expliquait que quand tu avais un cavalier à côté de toi qui targuait, tu avais l'impression de monter à l'assaut plus facilement. Enfin, et à l'époque, on ne sait pas quelle notion ils avaient de leur vie, même après la mort, tout ça. Si tu veux. Et je trouve ça compliqué du coup d'interpréter la pensée de l'époque avec notre pensée. Tu vois. Donc après ça c'est normal, on peut pas être d'accord sur tout et c'est pas grave. Peu importe. Par contre, est-ce que oui donc. Ouais, c'est ce que tous les AMHE font ça. Tous les AMHE sont dans le contexte d'interprétation de sources. On sait qu'on fait. C'est la démarche des AMHE, ça. Non, mais dire que si tu es combattant viking, tu n'as pas la même notion de survie que si tu es combattant grec dans la phalange. Ils peuvent se sacrifier, mourir, ils vont là. Les autres, ils protègent leur famille et c'est tous leurs frères d'armes. À côté d'eux, c'est pas du tout le même contexte. Donc effectivement, mais ça c'est une contextualisation. Là, pour moi, je veux dire, il n'y a rien de choquant. Ils essaient de... À la touche, tu crois que tu vas dire, vas-y, mets-moi la première touche, je te mets l'afterblow. Non, le but c'est de toucher le premier. À l'époque et aujourd'hui. Là, ils en ont juste fait un jeu à la touche, et on peut être d'accord ou pas avec la sportivisation des AMHE, mais c'est une démarche sportive qui tient la route et qui est basée, fondée sur une réflexion. Je veux dire, le mec, il n'a pas dit, ok, il y a des techniques, on va faire ça, ça et ça, et on va prendre un sport. En fait, t'as raison, Thomas. Le problème, c'est qu'il vient, sans s'en rendre compte, il a coupé la branche des AMHE. Parce qu'en fait, on ne peut pas dire, je fais une logique, parce que moi, la reconstitution du geste, c'est quand même le mot-clé pendant longtemps dans les AMHE. Je fais de la reconstitution du geste. Et quand vous lisez l'article de nos universitaires préférés,
Daniel Jacquet, M. Cognot et M. Sorensen qui écrivent, ils nous disent clairement, c'est mort. Genre, ce qu'on fait nous dans un gymnase, appelez pas ça de la reconstitution du geste, c'est mort. Il y a déjà trop d'écart. Donc une fois qu'on a acté ça, ok, le geste il est contextualisé et ceci. La seule chose qui nous reste et qui est la plus irréductible et la moins sujette au temps qui passe, c'est la logique. Donc finalement, nous, paradoxalement, je sais que c'est des paradoxes, en entretenant une logique, on est fondamentalement plus proche que quelqu'un qui voudrait produire un geste, alors que comme tu le dis, sur un geste, il y a 1 degré, 1 an, là il y a un déphasage social, économique, culturel qui est énorme. Donc paradoxalement, ton argument, je l'entends, mais je pense que c'est plus une pierre dans le jardin de la constitution du geste que dans l'approche sportive. Après, le gros avantage de la sensibilisation, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que, on va dire, l'instructeur qui enseignera à ses élèves pourra transmettre son geste et sa précision et le mettre en pratique dans un même hall, si tu veux. On pourra se battre chacun avec, on va dire, son appréciation et son angle de quillon et voir ce qui fonctionne le mieux. Voilà. Mais on est tous dans la... Enfin, je sais pas, moi ça me choque pas du tout, pour le coup. Et au-delà de ça, ceux qui souhaitent faire de la source, c'est une autre démarche. Moi, j'ai des gens qui viennent à ma salle, ils ne veulent pas de source. J'en ai d'autres, ils en veulent et je leur en donne. C'est vraiment, il y a des publics différents dans les AMHE et il faut en prendre conscience. C'est tout. Voilà. Bon, dernière question, après, on est là cet après-midi, on pourra poser. Ça fait 2-3 ans maintenant que dans les compétitions un petit peu de partout, que ce soit en France ou en Europe, l'afterblow ou la double touche sont de plus en plus pénalisés. Et à mon sens, cette pénalisation, elle n'est pas uniquement pour favoriser la défense, le style de beau geste, mais aussi pour des questions de sécurité. Donc ma question c'est jusqu'où vous abandonnez ces idées-là, parce que si on travaille uniquement sur la priorité, comme ça peut être le cas au fleuret aujourd'hui en moderne, derrière, si on ne se soucie pas des doubles touches et des afterblows, on risque d'avoir des nuques qui vont partir, on risque d'avoir pas mal d'accidents. Alors là, honnêtement, il y aurait des discussions des heures sur les compétitions, on en a mangé pas mal. Alors, le truc, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. L'escrime moderne, rapidement, les 2 premières armes qui ont existé, c'est fleuret, puis sabre, convention. Et les maîtres d'armes sont dit, c'était censé nous préparer à aller combattre sur le pré, le fleuret, et finalement on mange. Quand on est sur le pré, on se mange des doubles, parce que dans la vraie vie, on mange des doubles. Mais on a dit, on va remettre une arme qui sera sans priorité, l'épée moderne. L'épée moderne, c'est s'il y a double touche, un point chacun. Est-ce qu'il y a moins de doubles en épée moderne qu'en sabre? Il y a autant de doubles dans l'un que dans l'autre. Le problème, c'est que les doubles, c'est inhérent à l'escrime. Quand on lit des chroniques de duel, les doubles, c'est monnaie courante. Alors, donc je pense que le problème, c'est que la double, il n'y aura pas de solution miracle pour plus en avoir. La question, c'est comment est-ce qu'on va la sanctionner. C'est ça le vrai truc. Mais il y en aura toujours. Ouais, je parlais surtout de la sécurité, parce que se prendre une double en épée moderne et une double en épée longue... Oui, alors après, la règle de priorité là-dessus, après, c'est le elle n'est pas règlement. plus dangereuse qu'une autre. Par contre, moi, ce que je veux dire sur l'afterblow, pour moi, l'afterblow, c'est archi dangereux. Enfin, moi, je me suis ouvert le crâne, dans le dernier swordfish, c'est clair. Je frappe le gars, je l'allume au bras, je fais la fente. Il s'écoute 3 secondes, pendant l'afterblow, moi je suis là, il va sur le côté, il met un ZH pleine courge, je peux rien faire. Genre, je le prends, mais pleine balle. Vraiment, j'ai mangé le truc solidement. Et là, par ici, Open, nous, on fait un arrêt à la touche. Arrêt à la touche, on est dans un horizon indépassable du temps d'escrime, 120 millièmes de seconde. Je vois une touche, je gueule halte tout de suite. Donc il n'y a pas de touche. Et la punition après, tu sais, par principe, quoi. Je suis touché, mais je vais quand même t'en coller une, parce que comme ça tu ne reviendras pas la fois d'après. Moi je trouve que l'afterblow, pour moi, s'il y a bien un truc qui est une escrime dangereuse, c'est l'afterblow. Ça me fait peur bleue l'afterblow. C'est pour ça que j'arrête pas de staller, quoi. J'attends pas de staller. Dangereuse et injuste. Et injuste. Et injuste. Vas-y sur l'injustice. Ah ouais. C'est un règlement. Alors on peut adopter tous les règlements. Moi j'ai découvert le sabre récemment, je viens de l'épée, donc j'ai pas de priorité. Et la double touche, elle compte un point chacun. Donc qu'est-ce qui se passe? J'en reviens à mon jardinier. On crée la situation pour voir émerger quelque chose. À l'épée, on fait de la double touche. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en avance, je mets 5-1. Mon intérêt, c'est de jouer la double. Puisque les deux comptent de points, donc ça va faire 6-2, 7-3, etc. Et je vais jusqu'à 15 comme ça, et j'ai gagné. L'autre qui est en face, par contre, c'est un peu plus compliqué. Il est mené, lui. Donc ça va l'obliger à attaquer sans se prendre la double. Et là, c'est intéressant et éducatif. Donc un gars qui ne sait pas attaquer en se protégeant, etc., c'est intéressant de le faire travailler dans cette règle-là. Un mec qui ne sait pas attaquer du tout, et qui n'attaque jamais, qui est que dans les défensifs, c'est intéressant de le faire travailler au sabre où il y a une priorité à l'attaque. Vas-y, attaque, si t'en mets une, ça compte pas.
La règle et la convention, c'est pour faire travailler ton escrime, faire travailler des qualités différentes. Après, c'est un choix. Et la justice, alors sur la justice, pourquoi l'afterglow est injuste? Je fais une première attaque, je touche. Mon attouche, elle ne compte pas. Et deuxièmement, je m'empoigne sur la courge, et cette touche-là, elle compte. Pourquoi la sienne toucherait et la mienne ne compte pas? Pourquoi on supposerait que la sienne soit incapacitante et la mienne non? Pourquoi on n'est pas à égalité? Si on accepte sa touche, il faut accepter la suivante, l'afterglow de l'afterglow, et donc on aurait dans une logique de boxe. On compte les points. C'est jouable. Sauf qu'à la boxe, il y a un truc qui change clairement, c'est qu'il y a la douleur physique. On n'a pas de douleur physique à l'épée. On peut. Donc ça veut dire que le boxeur, même s'il est dans cette logique de touches successives, à un moment il ne s'attaque pas comme un con. Il ne s'expose pas parce qu'à la boxe c'est la même chose qu'à l'escrime. L'art c'est d'en mettre sans en prendre. À l'escrime on dit toucher sans être touché. C'est la même chose. Donc nous on n'a pas cette peur, cette appréhension physique. Donc l'arrêt à la touche, pour moi ça justifie, et l'afterglow est une injustice évidente. Dans quelques minutes, l'AG va commencer, on va s'arrêter là. On peut discuter après, aucun souci avec vous. Si il n'y en a pas qui veut acheter l'ouvrage, j'en ai quelques pièces ici, on peut faire ça. Et on va même procéder à une séance de dédicace.